Bienvenue à tous. On va faire comme à notre habitude un tout petit test de micro. Je vous remercie d'utiliser le chat qui se situe en bas de votre fenêtre pour nous indiquer si vous nous recevez bien avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir. Donc, nous avions prévu d'accueillir Thierry Sévoumian, le directeur général de la France ASM. Malheureusement, un contretemps l'a empêché de se joindre à nous. Et on a par contre l'honneur d'accueillir Christophe Inizan, euh, voilà, qui vous dit bonsoir normalement. J'espère que vous le recevez. Si c'est pas le cas, on va vite corriger ça. Donc Christophe Inizan est un des membres de la direction de la France ASM. On fera la présentation un peu plus tard. Voilà, donc on va commencer par une rapide présentation de bienprévoir.fr. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, soit lors des conférences que nous faisons un peu partout en France, soit lors de différentes conférences en ligne, connaissent bienprévoir.fr et cette présentation. Je me permettrai donc de passer assez vite sur ce sujet. Voilà, donc vous voyez à l'écran les intervenants de ce soir. Je le disais, donc Christophe Inizan, directeur des relations réseau partenaire de la France ASM, qui est notre invité pour cette troisième conférence en ligne. Et puis Jonathan Lévy, cofondateur et président de bienprévoir.fr, et moi-même, Vincent Pitkevitz, cofondateur et directeur général de bienprévoir.fr. Donc bienprévoir.fr est un acteur dans le domaine des placements financiers depuis maintenant 2008 et nous agissons sous quatre statuts majeurs. Celui de conseiller en investissement financier et pour ce faire, nous avons un agrément qui nous est délégué par l'AMF. Nous sommes également courtiers en assurance puisque une grosse partie de notre offre fonctionne autour du contrat d'assurance vie, des contrats d'assurance vie. Nous sommes également détenteurs de la carte T qui nous permet de faire des transactions immobilières. Bienprévoir.fr, donc je le disais, créé en 2008, un capital de 1 million d'euros qui nous permet d'être 100% indépendant aujourd'hui. Donc nous sommes indépendants vis-à-vis de toute institution financière et les invités que nous accueillons régulièrement dans ces conférences en ligne sont des gens dont on a souhaité sélectionner un produit et pour lequel on offre une tribune qui permet de soulever le capot d'une certaine manière, d'expliquer à la communauté des gens qui nous suivent comment fonctionnent les produits financiers. Donc bienprévoir.fr, c'est à fin 2013 150 millions d'euros d'encours sous gestion, c'est-à-dire que nous gérons l'équivalent de 150 millions d'euros d'épargne, ce qui nous positionne parmi les plus gros distributeurs indépendants de produits financiers en France. On a recueilli la confiance de plus de 2000 clients depuis 2008, essentiellement des particuliers, mais également quelques entreprises qui décident de placer la trésorerie de leur entreprise par notre biais. La force, pour ceux qui nous connaissent de bienprévoir.fr, c'est de proposer en permanence des nouveaux produits financiers. Et c'est pour ça que nous sommes fiers d'indiquer, ce qui est rare en France, que nous pouvons proposer des centaines de produits financiers chaque année. Et sur tous les segments tous les besoins, en tout cas tous les types de besoins, tous les types de projets patrimoniaux.
capital garanti ou non, dynamique ou non, indexé sur des produits boursiers ou non, indexé sur l'immobilier, si je peux m'exprimer ainsi. Toutes les gammes de produits financiers, de placements financiers sont a priori disponibles chez bienprévoir.fr. Bienprévoir.fr est également aujourd'hui reconnu en tant qu'expert par les médias. Nous avons l'occasion de nous exprimer régulièrement dans les médias. Pas plus tard que lundi dernier, nous étions invités dans l'émission de France 5, La Quotidienne, en direct pour intervenir sur la transmission du patrimoine, et nous intervenons régulièrement aussi sur BFM Business ou d'autres médias papier ou radio, télé. Et cela toujours en tant qu'expert dans le domaine des placements financiers et du patrimoine. Et cette confiance que nous accordent les médias est également accordée par plus de 40 partenaires majeurs avec qui nous travaillons, dont évidemment la Française AM, Primonial, Swiss Life, Norcia, etc. Bienprévoir.fr est implanté dans 4 grandes régions en France afin d'être le plus proche de vous. Donc nous sommes à Paris, à Lyon, Marseille, mais également dans l'Ouest. On a l'occasion de se rencontrer lorsqu'on fait des conférences, je dirais en face à face et non pas via Internet. Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions à Aix-en-Provence. Peut-être que certains qui sont là ce soir nous ont rencontrés à ce moment-là. Et une prochaine conférence aura lieu, vous le saurez bientôt, à Paris, mais également à Nantes d'ici le début du mois de juillet. Toutes ces informations vous seront communiquées par email. Je finis pour donc vous annoncer, comme vous le savez, que ce soir nous accueillons la Française AM. Donc voilà. Et puis je vais passer la parole tranquillement pour sa première prise de parole à Christophe, afin qu'il puisse présenter le groupe La Française AM. Un instant, Christophe, je te donne le son. Voilà, tu peux t'exprimer. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Cette première. Alors, je crois que les gens ne te reçoivent pas. Un tout petit instant, je fais une petite vérification. Normalement, c'est bon. Très bien. Bon, effectivement, bonsoir à toutes et à tous. Et effectivement, merci de me recevoir pour cette première. Merci à Bienprévoir de m'accueillir et à vous, internautes, de vous être connectés. Donc, je suis Christophe Inizan, directeur des relations réseau au sein de la Française. Et effectivement, je vais rapidement vous présenter le groupe La Française Asset Management en quelques chiffres clés pour vous positionner le groupe. Donc, nous sommes un gestionnaire d'actifs, un asset manager multispécialiste basé sur le marché français et de plus en plus, bien évidemment, un déploiement international. Et nous gérons, au moment où nous nous parlons, quasiment 42 milliards d'euros d'actifs, avec pour particularité d'être à la fois un asset manager immobilier, puisque nous gérons aujourd'hui de l'ordre de 10 milliards d'euros d'actifs immobiliers, à la fois sur le marché domestique français et à la fois à l'international, et donc une trentaine de milliards d'euros sur les différentes classes d'actifs que sont les actions, les obligations ou le monétaire. Nous sommes un acteur de taille intermédiaire sur le marché de la gestion d'actifs français. Nous sommes 450 collaborateurs basés notamment à Paris. Et puis, on vous a mis quelques éléments pour les amateurs de récompenses, puisque la profession nous a accordé quelques récompenses et surtout une notation de nos pairs qui est importante, qui est une notation Fitch Rating qui atteste de la solidité du groupe, puisque nous sommes détenus, pour mémoire, à 85% par Crédit Mutuel Nord-Europe. Donc voilà en quelques mots, et nous avons donc reçu des prix de la meilleure directrice de la gestion en 2013. Très bien, merci Christophe. De ton côté. Excusez-moi, je crois que vous m'entendiez mieux comme ça. Je disais que merci pour cette introduction, cette présentation du groupe La Française AM, Christophe. Je vais en fait passer la parole à Jonathan Lévy,
qui va mener maintenant les débats et nous interviendrons régulièrement pour nous faire soit le relais de vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions que vous souhaitez, soit vous poser les questions que nous avons envie de vous poser. Et bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à envoyer un message pour éviter tout problème de son. Alors, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de l'immobilier de la santé. Il faut savoir que le marché de la SCPI, donc la pierre papier, se porte bien en France. En 2013, un chiffre, 2,5 milliards de collectes ont été réalisées sur ce type de véhicule. La capitalisation des SCPI atteint 30 milliards pour l'ensemble du marché. Les SCPI qui se vendent le mieux aujourd'hui sont les SCPI de bureaux et de murs de commerce, ce qu'on appelle les SCPI de rendement, les SCPI d'entreprise. On peut assez aisément comprendre l'engouement pour les SCPI. Elles offrent une rentabilité de plus de 5%, je crois 5-10 en moyenne l'année dernière, avec un risque immobilier assez faible, assez maîtrisé, en tout cas bien géré par des sociétés de gestion de qualité. Mais les SCPI sont peut-être victimes de leur succès, puisque la collecte paraît quand même somme toute assez importante par rapport en fait à la taille du marché. J'ai entendu hier que justement le bac à sable était peut-être un peu trop petit pour les sociétés de gestion. Alors, face à cette situation de marché, les sociétés de gestion qui veulent répondre aux besoins des clients sont obligées en fait de trouver de nouvelles sources d'investissement. On voit poindre ici ou là des SCPI qui investissent à l'étranger, par exemple en Allemagne. Par exemple, pour ne pas la citer, Novapierre Allemagne. Vous, à la Française AM, vous avez décidé en ce début d'année de mettre en avant un thème d'investissement innovant, l'immobilier de la santé. Donc, nous allons voir avec vous, Christophe, ce qu'est l'immobilier de la santé. Vous allez nous expliquer en fait en quoi ça constitue pour vous un thème d'investissement pertinent. Et puis on abordera donc la SCPI Pierre-Val Santé que vous avez mis en avant, vous avez créé, et vous nous expliquerez en quoi donc, Pierre-Val Santé est un véhicule d'investissement pertinent pour le compte de nos clients. Oui. Effectivement, je crois que ça marche de mon côté, me semble-t-il. Donc, effectivement, Jonathan, ces propos liminaires, bien sûr, nous sommes en phase avec cette analyse du marché. L'appétence des investisseurs, tant privés qu'institutionnels, pour la classe d'actifs immobiliers en général, et en particulier pour le véhicule d'investissement qu'est la SCPI, s'est confirmé en 2013. Et afin de répondre à l'attente des investisseurs, nous avons au sein de la Française, et c'est notre métier, de rechercher des secteurs porteurs d'investissement, identifier un secteur parmi les segments de l'immobilier qui nous a semblé intéressant pour des raisons que j'évoquerai dans un instant, qui est le secteur de l'immobilier de santé. Alors, aujourd'hui, avant de poursuivre, il faut déjà identifier ce qu'on entend par immobilier de santé, puisque beaucoup d'investisseurs connaissent très bien à la fois l'immobilier d'entreprise, les bureaux, les commerces, les locaux d'activité, les entrepôts, mais aussi l'immobilier résidentiel, donc l'habitation. Et donc l'immobilier de santé est un troisième segment du marché de l'immobilier sur lequel on vous propose d'investir, pour des raisons qui tiennent à la structuration du marché, on va venir dans un instant, et à ses perspectives. Alors le marché de l'immobilier d'entreprise de santé aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que des choses qu'on connaît toutes et tous, de façon en tant qu'utilisateur, à tout le moins, que ce sont les cliniques, notamment les murs de cliniques par exemple, les cliniques, ce qu'on appelle les cliniques MCO, donc obstétriques, les cliniques psychiatriques, les PSY, les psy pour les amateurs, et puis bien sûr tout ce qui a trait aux services de soins et de réadaptation, les cliniques SSR. Donc ça, c'est un pan de l'immobilier de santé. Vous avez un pan de l'immobilier de santé qui est davantage connu encore que
que les précédents précités, que sont les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, les fameuses EHPAD. Alors il faut savoir que en France aujourd'hui, vous avez à peu près 6000 EHPAD répartis sur le territoire et que seule une centaine sont spécialisées sur notamment les maladies neurodégénératives, ce que nous appelons chez nous les établissements spécialisés dans le traitement des maladies lourdes que sont Alzheimer, la sclérose en plaques et bien sûr Parkinson. Donc cet univers de l'immobilier de santé se répartit en deux volets pour être concis dans mes propos. Un univers qu'on va appeler l'immobilier de santé dans une version sanitaire, donc notamment, et une version plutôt médico-sociale que sont les EHPAD. Et en complément, vous avez les commerces liés à la santé, qui sont plus marginales dans cet univers-là, mais qui sont constitués notamment des murs de pharmacie, des murs de laboratoires d'analyse médicale, et tout cet environnement constitue aujourd'hui une sphère d'investissement qui nous semble pertinente à regarder en notre qualité d'investisseur, notamment institutionnel. Ensuite, pour donner les points saillants de la constitution de ce marché immobilier de santé, bien entendu, il faut savoir qui est intervenant sur ce marché, Jonathan. Donc, les intervenants sur ce marché sont multiples. Vous avez à la fois les investisseurs et à la fois les exploitants. Les investisseurs sont des gens qu'on connaît au moins de nom, des investisseurs institutionnels. On peut citer quelques noms comme ICAD, par exemple, qui investit sur le marché de la santé depuis de nombreuses années. Et de l'autre côté, vous avez des exploitants, donc des gens qui exploitent les cliniques, qui exploitent les EHPAD, que sont Général de Santé, Orpea, qui a fait beaucoup parler de lui il y a encore quelques temps. Donc voilà la constitution de ce marché, avec, si je puis me permettre en complément, une idée qu'il faut retenir lorsqu'on est un investisseur et un gestionnaire d'actifs comme nous, que le rendement attendu sur ce segment de l'immobilier de santé est un segment, est une rentabilité qui offre des rentabilités assez proches de ce qu'on peut trouver sur l'immobilier d'entreprise. Donc un segment intéressant me semble-t-il. On nous pose la question en fait, que veut dire l'externalisation des murs en fait? Tu as utilisé cette expression. Alors, effectivement, lorsqu'on identifie l'immobilier de santé, bien sûr, il faut pouvoir investir, ce qu'on appelle l'univers investissable, pour être un tout petit peu précis dans mes propos. Et l'univers investissable, ce sur quoi on va pouvoir investir, est de deux ordres. Soit on va investir sur de l'existant, donc des biens existants, et ces biens existants sont souvent déjà détenus par des investisseurs, j'ai cité ICAD, et ces investisseurs et d'autres, y compris des exploitants qui sont même encore propriétaires de leurs murs, et ils souhaitent sortir de ces actifs, vendre ces actifs, donc externaliser leurs actifs pour pouvoir, avec le cash généré, se déployer sur d'autres segments de marché, notamment à l'international, ce qu'a fait Orpea il y a quelques temps sur le marché chinois notamment. Donc l'externalisation, c'est la cession de murs qu'on détient en propre pour pouvoir générer du cash et se déployer à l'extérieur. On avance dans la présentation? Oui, s'il te plaît. Donc les taux de rendement. Non, pas encore. Ah oui, pardon, les taux de rendement des SCPI. Tu voulais pardonner mon côté novice. Juste pour terminer sur le rendement, effectivement, je vous l'indiquais, donc on est sur des taux de rendement, je l'ai précisé il y a un instant, qui sont très proches de ceux de l'immobilier d'entreprise. Donc on est pour être très très large, entre 5,75 et 8 en fonction des localisations et des typologies d'actifs sur lesquels on peut se positionner. Donc on voit clairement qu'il y a un segment qui peut être générateur de performance dans la durée, qui est donc cet immobilier de santé. On parlait des externalisations à l'instant, bien sûr, c'est un pan des actifs sur lesquels on pourra se positionner. Ça n'est pas le seul, puisqu'il y a parallèlement à cette externalisation, donc de biens existants, un marché des biens à construire, neufs, qui émerge et qui offre également de bonnes perspectives pour satisfaire les besoins de plus en plus importants sur ce marché de l'immobilier de la santé en Europe et en France en particulier. J'y reviendrai dans un instant. Pour bien définir toujours ce marché de l'immobilier de la santé, est-ce que vous pouvez nous définir justement la profondeur de ce marché? Est-ce qu'il y a beaucoup de transactions? Est-ce que c'est un marché liquide, fluide? Comment ça se passe? Donc sur cette profondeur de marché qui est effectivement essentielle, notamment lorsque vous êtes un gérant d'actifs, il faut avoir à l'esprit que l'année dernière, en 2013,
à peu près 460 millions d'euros de transactions ont été effectuées sur le marché de l'immobilier de la santé. Et ces transactions sont issues à la fois d'externalisation. Il faut savoir que le potentiel d'externalisation identifié aujourd'hui sur le marché français de l'immobilier de santé est de l'ordre de 4 à 5 milliards d'euros. Donc on pense que cette profondeur de marché est intéressante. Et parallèlement, on va également avoir besoin de construire de l'immobilier de santé, donc des cliniques, des EHPAD, et ce besoin est identifié autour de, alors c'est assez vaste, mais avec un seuil qui est à 4 milliards jusqu'à 8 milliards. Donc on voit qu'on peut avoir un marché de l'immobilier de santé qui va représenter quasiment 10 milliards entre l'existant, via les externalisations dont on parlait à l'instant, et les besoins nouveaux qui sont identifiés aujourd'hui. Donc un marché assez profond et assez liquide, pour répondre à votre question de façon plus précise, puisque aujourd'hui beaucoup d'investisseurs cherchent à rentrer sur ce segment de l'immobilier de santé pour aller capter notamment la performance et les besoins dont on a parlé il y a un instant. Merci Christophe. On va passer à la partie suivante et la question qu'on se pose, c'est comment investir dans l'immobilier de la santé. Alors avant ça, pour ceux qui ont l'habitude de nos conférences en ligne, on va lancer un premier petit sondage auquel vous tous internautes pouvez répondre. Donc la question c'est, pensez-vous que la thématique d'investissement santé, de votre point de vue, c'est une thématique, c'est un secteur d'investissement pérenne? Donc je vous propose de répondre. Voilà, le sondage est lancé. Vous avez le sondage qui s'affiche sur votre écran. Et on voit qu'a priori, tu as été convaincant, Christophe, puisque 90% des gens répondent que oui, c'est a priori une thématique d'investissement pérenne. Donc, on est rassuré. En tout cas, on est en ligne aussi sur ce sujet. Et cela, donc, je vais juste fermer le sondage. Merci de votre participation. Et on va continuer le déroulé en se posant la question maintenant quelles sont les solutions qui s'offrent aujourd'hui aux investisseurs français pour investir dans l'immobilier de la santé. Alors, il y a une solution que tu vas présenter, mais il y en a d'autres. Donc, je te donne la parole tout de suite. Voilà, donc je crois que c'est effectivement bien. Donc effectivement, en tant qu'investisseur, pour entrer sur le marché de l'immobilier en général et le marché de l'immobilier de la santé en particulier, trois grandes possibilités s'offrent à vous, comme vous le savez probablement. La première, c'est la plus connue, bien sûr, c'est l'achat en direct. Alors sur l'immobilier de la santé, certains investisseurs privés ont fait le choix d'acheter, par exemple, une chambre dans une EHPAD, donc avec notamment, pourquoi pas, le fameux statut du LMNP. Alors cela peut procurer quelques avantages, bien évidemment, notamment cette fameuse fiscalité, mais comme vous le savez probablement, la fiscalité ne doit jamais être le premier déclencheur du choix d'un investissement quel qu'il soit, en immobilier ou dans d'autres segments du marché. La limite aussi du choix d'une chambre en EHPAD, dans la perspective que je ne sais pas si on m'entend encore. Je peux poursuivre. Alors je peux poursuivre. Donc pardonnez-moi, on a un petit souci d'écran, mais je peux poursuivre. La limite de l'achat en direct, bien évidemment, d'une chambre en EHPAD, c'est que vous êtes investi sur un seul bien et qu'il faut s'assurer que à la fois l'exploitant et la revente de votre bien au moment où vous aurez décidé de le faire pourra s'opérer dans de bonnes conditions. L'autre manière pour faire concis dans mes propos d'investir sur l'immobilier de santé notamment aujourd'hui, c'est d'aller le faire en bourse, donc en immobilier coté, en actions de foncière ou en SICAV foncière. Par exemple, ICAD, j'en parlais tout à l'heure, peut être un choix. D'autres existent bien entendu, mais ça peut être un choix pour aller chercher l'immobilier de santé en sous-jacent via la bourse. Alors il y a des vertus bien sûr du choix de l'investissement en bourse, et j'ai bien prévoir, on est bien placé pour le savoir. C'est on a une liquidité pour le coup qui est assurée, et on a une fiscalité des valeurs mobilières. La limite de l'exercice également, pour être tout à fait objectif dans les propos, c'est que vous êtes sur un marché coté et vous pouvez subir la volatilité des marchés financiers malgré la détention d'immobilier qui semble être un actif plutôt sécure. Et puis entre ces deux univers, et c'était mon propos, vous l'avez compris, on vous offre la possibilité de rentrer sur ce marché de l'immobilier de santé, c'est la nouveauté, me semble-t-il, au travers de la SCPI, donc de la Société Civile
de placement immobilier qui, pour mémoire, est une super SCI avec des milliers d'associés, qui fait de l'appel public à l'épargne et qui va à la fois mutualiser votre risque locatif et diversifier votre patrimoine. Donc c'est ce qu'on vous propose au travers de la SCPI Pierre Val Santé, qui est la première SCPI dédiée à la santé du marché français, et plus particulièrement avec un élément déterminant, me semble-t-il, c'est le premier fonds immobilier de partage. On y viendra tout à l'heure en conclusion, et vous verrez que cette dimension d'utilité sociale profonde ne cache rien à la qualité du support dont je vais vous parler dans un instant. Alors, vous le voyez, ce type de support s'inscrit dans la logique des SCPI dites de distribution, qui ont délivré, on est passé un petit peu vite l'année dernière en 2013, 5,20% de performance. Ça, c'était le taux de distribution sur la valeur de marché des SCPI en moyenne en 2013. Et donc, la SCPI dont je vous parle a vocation à s'aligner sur ce type de performance, donc en distribuant une performance de cette nature. Alors, c'est intéressant je voudrais rebondir sur ce point puisque en 2013, les SCPI d'entreprise ont rapporté en moyenne 5,1% de mémoire et je vous invite en fait, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, à parcourir une présentation qu'on a faite, ce qu'on appelle une infographie. Je vous envoie le lien sur la droite de votre panneau là de configuration. Cette infographie en fait que nous avons réalisée permet de comprendre un petit peu ce qu'ont rapporté globalement les SCPI en 2013, les SCPI d'entreprise. On exclut les SCPI fiscales, donc uniquement celles qui sont investies sur les murs de bureaux ou les murs de magasins. Et puis il y a aussi quelques astuces qu'on a rappelées à la fin qui vous permettent de bien sélectionner vos SCPI, surtout dans un contexte où il peut y avoir une tension sur certains marchés de bureaux. Mais là, on faisait une petite digression. Tout ça pour rappeler qu'effectivement, le rendement en 2013 des SCPI d'entreprise en moyenne était de 5,1%. Si on en revient en fait à la SCPI Pierre Val Santé, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Christophe, la stratégie d'investissement? Donc, on a bien compris que sur l'immobilier de la santé, en fait, il y a différents secteurs. Quels sont les secteurs qui vont être privilégiés au sein de Pierre Val Santé? Alors, Donc, en réponse à la question de Jonathan, la stratégie d'investissement, elle est extrêmement simple. Nous allons à la fois investir, comme je le précisais tout à l'heure, sur des biens existants, donc via l'externalisation des fameux murs de cliniques ou d'EHPAD dont je parlais tout à l'heure, mais aussi sur de l'immobilier neuf à construire, en s'adossant avec notamment la Caisse des dépôts et de consignation sur certaines opérations. Nous serons co-investisseurs avec la CDC que nombreux d'entre vous connaissent. D'autre part, nous allons donc investir d'un point de vue géographique en France, mais aussi en Europe, car je vous l'indiquais tout à l'heure, le vieillissement de la population concerne tout le continent européen, la France, mais pas seulement. Donc, on ne s'interdit pas de regarder d'autres marchés. Et puis, bien évidemment, sur la typologie des actifs, puisque c'est la question de Jonathan notamment, on va s'exposer à la moitié à peu près de la stratégie d'investissement sur des établissements spécialisés dans les maladies neurodégénératives. Donc, je parlais tout à l'heure d'Alzheimer. Je vous rappelle qu'Alzheimer, aujourd'hui, c'est 800 000 cas identifiés en France. 200 000 supplémentaires par an, ce qui est quand même colossal. J'exposais tout à l'heure le chiffre de 6 000 EHPAD, dont à peine une centaine est dédiée aux établissements spécialisés sur Alzheimer. Donc on voit bien qu'il y a un besoin très considérable sur ce segment. Et l'autre partie de nos investissements se fera donc sur plutôt des cliniques, des maisons de retraite et des EHPAD un petit peu plus traditionnels. Donc une diversification des typologies d'actifs qui sera complétée par une poche un petit peu plus faible, mais une poche non moins intéressante, par les fameux commerces de santé dont je parlais tout à l'heure, que sont notamment les murs de pharmacie, pourquoi pas, les murs de laboratoires de radiologie, pour compléter la stratégie d'investissement et l'allocation de cette SCPI afin d'être exposé au plus près de ce marché de l'immobilier de santé qui, une nouvelle fois, je vous le rappelle, offre des perspectives du point de vue de l'investisseur qui peuvent être intéressantes à regarder. Donc une stratégie clairement établie que je vous déclinerai dans des choses très concrètes dans un instant, bien entendu.
Est-ce que vous pouvez développer un petit peu les critères d'investissement que vous avez? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu les critères d'investissement que vous avez, notamment par exploitants? Je pense à la solidité des exploitants. Vous avez d'autres critères d'investissement? Je sais pas, tu as la parole? Pardon. Ah oui, du coup maintenant on est rodé. Donc, donc oui, la politique d'investissement, elle est bien sûr donc dans les typologies de biens, leur localisation dont je parlais à l'instant, mais aussi dans la qualité de l'exploitant, puisque ce qui fera la pérennité de la performance de l'actif détenu par les CPI, c'est la qualité de l'exploitant. Et ça, c'est, je dirais, le point central de la sélection que nous opérons. Nous travaillons très étroitement avec les exploitants que nous retenons, afin de pouvoir offrir à l'investisseur final un bail, puisque je vous rappelle que le loyer est issu d'un bail que nous signons avec l'exploitant, qui répond à un cahier des charges extrêmement précis. En quelques mots sur ce cahier des charges, retenez quelques points saillants. Le premier d'entre eux, c'est que les baux ont une durée en moyenne de 12 à 14 ans, donc des baux de long terme, et ça nous va bien lorsqu'on parle d'immobilier. Des baux surtout renouvelables, qui seront renouvelés 2 fois, et c'est d'ores et déjà prévu. Et surtout, et là je m'adresse aux gens qui connaissent un petit peu cet univers de l'investissement immobilier de santé au sens large, des baux dont les charges d'exploitation, les charges de travaux à venir, les charges d'entretien seront à la charge contractuellement de l'exploitant. Donc pas de mauvaise surprise dans la durée en termes de performance attendue issue du bail. Et puis pour compléter mon propos, Jonathan, si je peux me permettre, un élément important, même si dans l'environnement d'absence d'inflation aujourd'hui, ça peut sembler un petit peu surprenant, c'est que les baux sont bien sûr indexés. Et n'oubliez pas que l'immobilier en général, que ce soit celui dont on parle ou d'autres, a aussi des vertus dans un hypothétique retour de l'inflation, c'est d'être indexé, et donc d'avoir des cash flows indexés qui offrent des visibilités assez fortes. Peut-être une chose qu'on n'a pas encore dite, c'est qu'en étant sur l'immobilier de la santé, on investit en fait sur un secteur qui est complètement décorrélé du cycle économique. C'est peut-être aussi un avantage intéressant de la SCPI Pierre Val Santé. Bien entendu, c'est un postulat de départ, c'est qu'il n'y a pas de sensibilité au cycle économique de l'immobilier de santé, puisque les besoins vitaux d'accompagnement de la fin de vie notamment, ou tout simplement liés à l'allongement de la durée de vie, ce sont des besoins fondamentaux de base qui n'ont rien à voir avec la consommation ou l'environnement macro. C'est un besoin vital, donc qui est désensibilisé, effectivement décorrélé de la situation macroéconomique à l'instant T. Donc un bon moyen aussi de se protéger dans l'environnement qu'on connaît à l'heure actuelle. Ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter les principales caractéristiques de la SCPI? Alors, cette SCPI est une SCPI dite, comme je vous l'indiquais, de distribution. Donc, elle a vocation à distribuer un coupon à ses investisseurs. Elle rend accessible un marché de l'immobilier de santé qui traditionnellement est plutôt réservé aux investisseurs institutionnels. On en parlait tout à l'heure, mais c'est important. Donc, ça nous semble aussi un élément déterminant pour rendre accessible l'immobilier de santé à tous les investisseurs privés qui s'intéressent à cet immobilier de santé. On en parlait, ça me semble très significatif. Et donc, l'accès se fait à partir d'éléments assez simples. C'est 5 000 € en termes de ticket d'entrée, donc l'accessibilité est très forte. La part est à 1 000 € et on rentre à partir de 5 parts. Et puis, une nouvelle fois, je vous le rappelle, on est sur une SCPI de distribution, on est dans l'environnement des revenus fonciers, vous le voyez sur la slide. Mais ce qui me semble important à retenir sur cet aspect pratique de l'investissement SCPI de santé, c'est que vous pourrez, en tant qu'investisseur privé, décider de faire un don à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière annuellement qui s'élèvera à 0,10% du montant de la performance de la SCPI. Et ça me semble extrêmement important puisque au-delà de la connotation investissement de notre SCPI, il y a une dimension sociétale très forte, donc d'investissement socialement responsable ou en tous les cas d'accompagnement et d'un besoin structurel extrêmement important de notre société. Et donc, en plus d'être investisseur, on peut le faire de manière responsable, pour employer un mot qu'on utilise beaucoup, et ça me semble intéressant à avoir à l'esprit. Sachant que concomitamment, la société de gestion
va elle-même annuellement consacrer sous forme de dons une partie des actifs sous gestion à l'Institut Cerveau de la Moelle épinière qui, comme vous le savez, travaille à la recherche et à l'amélioration du traitement des maladies neurodégénératives, dans lesquelles nous sommes étroitement associés. Christophe, une question se pose, mais qui est évidente. Question évidente et classique, mais à laquelle on doit répondre assez rapidement. C'est bien d'investir et de rentrer sur ce genre de support, mais dans quelles conditions on peut en sortir? Alors, effectivement, Vincent, effectivement, Vincent pose une question très importante en immobilier en général, sur tous les actifs aussi, mais sur les SCPI, c'est très important. Donc la SCPI est une SCPI à capital variable et la liquidité est assurée, comme vous le savez, selon des mécanismes extrêmement simples, notamment du mécanisme de retrait-souscription. Donc, dès lors que vous souhaiterez sortir, pour compenser votre retrait, il faudra une contrepartie, donc un acheteur qui se substituera à vous au moment de la sortie. Bien entendu, aujourd'hui, on peut parler de choses très concrètes, pas de cette SCPI Pillarel Santé, puisque aujourd'hui on a plus d'entrants que de sortants, donc la situation ne se pose pas. Par contre, bien sûr, l'expérience de la française peut être mise à profit pour identifier le fonctionnement concret de cette situation. Et aujourd'hui, sur certaines de nos SCPI, les délais sont relativement brefs, même si, une nouvelle fois, je vous confirme qu'il faut une contrepartie pour permettre à un investisseur de sortir. Sachant que ces contreparties sont bien sûr présentes dès lors que le véhicule offre un rendement en adéquation avec l'attente des investisseurs sur ce marché. Donc c'est très structuré pour répondre de manière extrêmement claire à votre question. Une seconde question qui est en fait concomitante à celle-là, qui arrive assez rapidement, c'est celle des frais en fait de souscription. Finalement, on sait que les frais dans ce genre de support d'investissement sont généralement l'équivalent de 2 à 3 années de rendement. Donc, on est sur le même type de frais sur cette SCPI et par ailleurs, finalement, quel est l'objectif en termes de durée d'investissement pour que cet investissement soit intéressant et intelligent en termes de stratégie patrimoniale? Donc de manière très claire sur la SCPI, Vincent, on parle avant toute chose d'immobilier. Donc l'immobilier par définition s'entend sur la durée. La détention est donc par définition longue. Nous préconisons une dizaine d'années à tout le moins pour pouvoir effectivement amortir un certain nombre de frais, mais surtout pour que l'immobilier qui est en phase de constitution puisse délivrer la performance dans sa plénitude. Et pour se le faire, il faut laisser un petit peu de temps au temps de délivrer la performance. Considérant toutefois que nous allons acquérir des actifs existants, donc la performance va être délivrée quasi immédiatement. Mais une nouvelle fois, on est sur la SCPI, sur un actif à détention longue, je dirais à minima une dizaine d'années, sans difficulté. Alors, si on en revient, Christophe, sur la stratégie d'investissement et surtout sur maintenant le rendement qu'on peut attendre si on décide d'investir sur la SCPI Pillarel Santé ou sur ce type de SCPI qui réside dans l'immobilier de la santé. Alors, par type d'actifs, hein, si on les prend les uns après les autres, quel rendement brut vous obtenez sur les marchés actuellement, à peu près, sur des différents actifs que vous pensez acheter? Alors aujourd'hui, effectivement, l'intérêt de présenter ce type de SCPI, ce soit à vous investisseurs et d'une façon générale au marché, c'est bien évidemment de pouvoir se positionner dans l'environnement des placements avec des niveaux en adéquation avec l'attente des investisseurs. Aujourd'hui, nous procédons à des acquisitions, je vais vous en parler dans un instant, à plus de 7% brut. Sachant que bien sûr on peut aller chercher un petit peu plus, notamment sur des commerces de santé, mais en moyenne, nous avons sourcé des actifs existants notamment, mais pas seulement, qui vont délivrer pour nous, investisseurs en brut en amont, entre 7
et 8%. Donc bien évidemment, et je vous le disais tout à l'heure, dès lors qu'on est sur une SCPI de distribution, et comme vous l'avez souligné en introduction, les niveaux de performance en 2013 des SCPI de distribution se sont situés autour de 5-10. Nous sommes sur ce niveau de performance attendu prévisionnel, donc en ligne avec le marché des SCPI de distribution, puisque c'est la terminologie adéquate, comme vous le savez désormais. Christophe, justement, tout à l'heure, je rebondis sur ce que vous avez dit en introduction. Vous nous avez dit que le rendement se situait de cette classe d'actifs entre 5,75 et 8% au sens large. Là, vous nous dites que vous allez vous positionner sur des rendements, des actifs qui offrent des rendements de l'ordre de 7,5. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sur des actifs un peu plus risqués que la moyenne dans ce secteur? Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Alors, En introduction, je vous parlais d'un point de vue global sur le spectre d'investissement potentiel. Effectivement, je vous confirme sur des actifs, par exemple, on va prendre un exemple extrême, prime au sens asset manager du terme, on peut aller chercher du 5,75 et plus on va prendre de risques, plus on va aller chercher des rendements élevés, on peut même aller au-delà de 9 ou 10%. La stratégie du fonds dont je vous parle est effectivement de se concentrer sur des actifs qui vont offrir un couple risque-rendement qui nous semble optimal. Donc le niveau de performance est un moyen d'exprimer cette sensibilité au risque que vous exprimez, Jonathan, mais comme je vous l'indiquais, il n'y a pas que la performance qui est un élément à regarder, c'est un élément comme ça visible spontanément. Rendement moyen brut prévisionnel, effectivement ça parle à tout le monde, mais dans le rendement brut moyen prévisionnel, il faut connaître la composition et la constitution du bail pour connaître la pérennité de cette performance. Et aujourd'hui, au sein de la Française, via le cahier des charges que nous exigeons de la part de l'exploitant via le bail qui répond à un cahier des charges très précis, nous sommes en mesure de pérenniser cette performance. Alors si dans votre question je dois comprendre que 7,5 ou 8 ça vous semble élevé, je dirais que dans cet univers de l'immobilier de santé, c'est pas anormal, je dirais, de trouver ce niveau de performance. On va voir très exactement de façon précise ce sur quoi on investit. Vous verrez que la qualité de la signature de l'exploitant, donc qui est in fine celui qui va nous payer un loyer, contribue très largement à la pérennité de cette performance malgré un niveau qui semble élevé. Excusez-moi, en attendant on a quelques questions qui doivent arriver encore, je voulais juste redonner un peu la main à vous qui êtes à distance. On va vous poser une question, en fait un deuxième sondage. À quel niveau de rendement vous attendez-vous dans le cadre d'une SCPI santé? Je ne sais pas si vous avez une vision de ce que délivrent, on l'a évoqué tout à l'heure, en moyenne les SCPI d'entreprise en France, c'est environ 5-10. Mais voilà, est-ce que vous attendez, au regard de ce qui a été indiqué là aujourd'hui, les éléments qui ont été présentés par Christophe Nizan, est-ce que vous attendez un rendement plutôt inférieur à 4, compris entre 4 et 5, compris entre 5 et 6, supérieur à 6, pardon, ou vous n'en avez aucune idée? Donc voilà, hop, pardon, le sondage est parti un peu vite. Voilà. Vous avez quelques-uns ont eu le temps de répondre. Donc, vous attendez pour une majorité à des rendements supérieurs à 6%. Donc, je crois que le challenge est noté. C'est la parole des clients. Hein. Maintenant, je pense que aujourd'hui, une performance qui est supérieure à la moyenne ou autour de la moyenne, c'est déjà une performance élevée. En tout cas, 5,1%, c'est déjà une performance élevée au regard des autres types d'investissements qu'on peut avoir et au regard du couple rendement-risque qu'on a sur les SCPI. Voilà, en tout cas, les clients s'attendent à un rendement supérieur à 6%. On s'attendait pas à ce que la majorité des gens disent s'attendre à un rendement en dessous de 4%, mais voilà un peu les données du sujet et je te redonne la parole. Oui, je me permets de demander la parole pour une petite réflexion autour de ce sondage rapide. C'est que l'expression, et derrière l'écran, vous aurez peut-être des réflexions par rapport à ce que je vais vous dire, mais par expérience, le rendement, là, je suis très prudent dans mes propos parce que quand on parle de performance, c'est toujours un petit peu délicat, mais quand on parle surtout de performance en immobilier, de rendement immobilier, et vous m'arrêterez si j'interprète mal les résultats du sondage, souvent l'investisseur final, particulier que je suis comme vous,
dans ma vie privée, parle d'un rendement qui est souvent brut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais enfoncer peut-être des portes ouvertes aux yeux de certains, mais si investir dans l'immobilier pour un investisseur lambda que vous êtes, que je suis, c'est chercher 6% brut, effectivement, il faut oublier tout l'immobilier résidentiel français, qui ne délivre à Paris 3% et encore effectivement brut. N'oubliez pas que derrière ce brut, il faut retirer tout ce qui a trait aux frais de gestion, aux frais d'acquisition, aux taxes foncières, aux charges de copropriété, j'en passe des meilleurs. Donc en fait, en net, vous êtes bien en deçà de ce 3% brut. Si vous voulez aller chercher de l'immobilier professionnel à 6% pour un particulier, c'est quand même assez délicat. Si par contre, dans votre sondage et dans votre attente de rentabilité ou de rendement autour de 6%, vous dites finalement, moi ce que je cherche, c'est une performance qui, dans la durée, surperforme un actif sans risque, avec une certaine visibilité, une certaine sécurité dans la durée, j'entends. Aujourd'hui, pour avoir du 6% net, si c'est votre propos, du 6% net, il faut prendre effectivement un risque qui peut être très important. Et à ce moment-là, il faut bien intégrer qu'en contrepartie du rendement élevé, vous aurez un risque qui est un peu plus élevé. Aujourd'hui, et je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, si vous cherchez du rendement absolument de façon importante, il faut aller de cette nature-là, j'entends, 6, 7 ou 8, ou voire plus. Hein, moi, on me poserait la question quel est le rendement idéal, le maximum. Sauf qu'en face, vous avez un risque à prendre, allez faire de l'immobilier en Espagne. Mais on voit bien que pour avoir un couple rendement-risque optimal, me semble-t-il, il faut être pondéré dans ses attentes. Alors, toujours sur ce sujet de rendement, en fait, le rendement est décomposé entre la distribution et puis également la revalorisation. Est-ce qu'on peut s'attendre à une revalorisation des parts des CPI? Autrement dit, est-ce qu'on peut attendre à une revalorisation de la valeur de l'immobilier de la santé dans les années qui viennent? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, les internautes ne me connaissent peut-être pas, mais on a une vertu à la française, c'est qu'on est des gens, l'ADN du groupe, c'est quand même d'être très prudent. J'aimerais bien vous répondre, mais je ne vais pas pouvoir vous répondre. Je peux regarder dans le rétroviseur. Une chose est certaine, c'est que structurellement, bien sûr, il y a deux moteurs de performance dans l'immobilier que vous connaissez comme moi, qui sont le loyer, le revenu et l'éventuelle valorisation de l'actif. Au stade où nous en sommes, nous lançons le véhicule. Est-ce que l'immobilier de santé va se valoriser dans les années à venir? Si c'est le cas, bien sûr, nous ferons en sorte d'en faire profiter les investisseurs, mais l'objectif prioritaire de ce type de support est quand même de distribuer un revenu le plus stable possible dans la durée. Il y a des véhicules qui ont vocation à offrir des plus-values pour l'investisseur. C'est pas l'objectif prioritaire de la SCPI Pierre-Val Santé. Mais bien entendu, si nous achetons des actifs aujourd'hui qui se valorisent dans la durée, nous avons la faculté de les arbitrer et si plus-value il y a, elles se font bien évidemment au profit de l'associé. Puisque lorsque vous investissez dans une SCPI, vous devenez associé, je vous le rappelle. Et puis, dernière question, Christophe, en fait, on en a terminé en fait sur cette question du couple rendement-risque. En fait, hein, nous, chez Bienpoint, on est toujours attaché en fait à bien associer le risque avec un rendement. Le risque de la SCPI, en fait, il va être lié à la mutualisation, notamment. Plus la SCPI sera de taille importante, plus on sera mutualisé. Donc, et plus on sera diversifié, donc plus le risque sera faible. C'est important pour les gens qui nous écoutent, pour les investisseurs potentiels. Quelle taille de SCPI, quel encours visez-vous d'ici un an ou deux? En fait, quelle est votre stratégie à la française? Alors, sur cette SCPI Pierre-Val Santé, on est bien évidemment, nous avons des plans d'investissement qui sont corrélés à la montée en puissance de la capitalisation du fonds. C'est une SCPI toute jeune, donc par définition qui n'a pas une capitalisation très importante au moment où on se parle. On est à une dizaine de millions d'euros à peine. L'objectif et l'univers investissable étant celui qu'on a évoqué tout à l'heure très important. On pense que si les investisseurs nous suivent sur cette thématique, puisqu'il s'agit d'une SCPI thématique, vous l'aurez compris, et nous en sommes convaincus, nous pouvons monter sur plusieurs centaines de millions d'euros. Sachant que, bien sûr, je partage complètement votre analyse, que plus la mutualisation est importante,
plus la diversification est au rendez-vous, mieux on répond à l'attente de l'investisseur en SCPI. Au moment où on se parle, nous sommes à une dizaine de millions d'euros. Nous nous sommes fixé un cap qui est à plusieurs centaines de millions d'euros. Dans quelques années, bien évidemment, charge à nous d'atteindre cet objectif dans l'intérêt des associés, bien évidemment. C'est une réponse de Normand, je l'entends bien, mais c'est difficile de vous faire un état précis des choses dans les années à venir. J'aurais pu répondre le plus possible, mais c'est pas tellement le sujet. Nous tentons de préserver la qualité des actifs. Merci d'avoir répondu à cette question, qui n'est pas facile, je le sais. On en vient peut-être pour poursuivre aux investissements que vous avez déjà réalisés, parce que même s'il y a 10 millions d'euros d'encours, c'est intéressant de regarder. Ce sont des cas concrets, les investissements réalisés. Est-ce que vous pouvez les commenter? On a quelques slides dessus. Oui. Je crois que j'ai la parole. Effectivement, alors nous allons illustrer la stratégie d'investissement, ce qui est assez intéressant lorsque vous êtes dans notre situation, puisqu'on lance un four et on a déjà des investissements à vous faire toucher du doigt, c'est-à-dire la concrétisation de la stratégie d'investissement qui a été pensée au lancement du fonds. Donc nous avons acquis une première clinique MCO, donc c'est les fameuses cliniques obstétriques, pour ceux qui ne sont pas de l'univers médical, et c'est une clinique qui a été acquise sur des bases de rendement brut, donc AEM, puisque je vais avoir la question, c'est acte en main, sur une base de 7,40%. Donc elle est située, comme vous le voyez, dans le sud de la France, à Salon de Provence, et surtout ce qu'il faut retenir, c'est que l'exploitant, enfin l'entité qui nous l'avons acquise est Général de Santé, qui reste exploitant de la clinique. Et Général de Santé est un des leaders en France de l'exploitation de cliniques MCO, SSR, psychiatriques. Donc ça, c'est un gage, me semble-t-il, puisque Jonathan tout à l'heure me posait la question de la rentabilité des investissements. Effectivement, on a bien sûr un niveau de rentabilité qu'on escompte, mais surtout la qualité du locataire est déterminante, la qualité de l'exploitant. Et là, on a même été plus loin pour vous faire toucher du doigt la réalité de notre métier au quotidien dans les investissements que nous opérons. C'est que nous travaillons le bail, donc nous avons un bail ferme, comme vous le voyez, qui est indexé, et qui est indexé dans des conditions qui nous semblent intéressantes à l'ILC, donc l'indice du loyer, des loyers commerciaux, comme vous le savez probablement. Et surtout, ce que vous voyez peut-être en tout petit, c'est que c'est un bail investisseur triple net. Et pour ceux qui ont déjà réalisé des opérations en direct, ça parlera probablement beaucoup, c'est le triple net. Ça veut dire que l'article 606, c'est-à-dire les gros travaux, restent à la charge de l'exploitant. Et ça, c'est très important dans la durée, car vous le savez, dans l'immobilier, il peut y avoir des travaux. Et si les travaux sont à la charge de l'investisseur, ça peut venir grever la performance du support. Et là, ce ne sera pas le cas, puisque c'est prévu dans le bail d'avoir un bail triple net. Donc voilà ce premier investissement. Et puis un second, donc ça c'est de l'existant, c'est l'illustration de la stratégie d'investissement dans le bien existant. Et la seconde, c'est toujours dans le sud de la France, à Arles. Donc là, c'est un centre de dialyse. Et là, c'est en VFA, donc en vente en l'état futur d'achèvement. Donc deuxième illustration de notre stratégie d'investissement, c'est qu'on va se positionner sur des biens neufs qui répondent à un besoin identifié d'un locataire. Et là, comme vous le voyez, on a acquis sur des bases de rentabilité également supérieures à 7%. Et l'exploitant est Diaverum, qui est un exploitant de centre de dialyse réputé. Merci Christophe. On s'approche de la fin de la présentation et je vais poser des questions qui nous remontent de l'ensemble des internautes et je propose qu'on y réponde très rapidement. C'est un peu, voilà, il va y avoir un petit flot de questions maintenant. Alors, la première question, c'est est-ce que vous pensez référencer à terme ce produit, cet SPI dans l'assurance vie? Un instant. J'ai pas de micro. Je sais pas si. Écoutez, c'est prématuré pour le moment de l'envisager, même si je comprends bien la question, c'est prématuré pour le moment. Autre question, les frais. Il semble que la question des frais n'ait pas été bien saisie. Alors, les frais, pardon, du coup, j'ai le micro. Les frais, effectivement, sont
vous seront indiqués dans le disclaimer à la fin, bien entendu. Donc, la part est à 1 000 euros, le minimum est à 5 000 euros. Les frais, comme je vous l'indiquais, sont à 10,51% TTC, inclus dans le prix de la part. Et le rendement attendu, bien sûr, se fait sur le prix de la part à 5 000 euros. Il n'y a pas, comme lorsque vous procédez à une acquisition en immobilier direct, en plus des frais à payer chez le notaire, puisque par définition, vous n'allez pas chez le notaire, par exemple. Donc, tous les performances affichées des SCPI sont sur un prix de part intégrant les frais. C'est tout à fait transparent. Autre question. Quelle est la différence entre une SCPI comme Pierre Val Santé et une SCPI de Primonial, par exemple, qui est aussi sur la thématique santé, mais qui ouvre sur d'autres thématiques? Écoutez, merci pour cette question pertinente. Une différence notable, nous sommes sur un véhicule qui est une SCPI thématique, je dirais, pure. La SCPI à laquelle vous faites allusion est une SCPI qui n'est pas spécifiquement dédiée aux actifs de santé, puisque, à ma connaissance, elle investit sur de l'immobilier plutôt d'ordre accompagnement démographique, du cycle de la vie, puisqu'elle démarre de la crèche en passant par la résidence étudiante jusqu'aux EHPAD, me semble-t-il. Donc nous, on a un produit plus pur, très dépendant de l'immobilier de santé, qui nous semble être un univers investissable suffisant en lui-même pour aller capter cette performance. Donc un véhicule un peu plus pur, l'un et l'autre intervenant pour la SCPI que vous citez partiellement sur l'immobilier de santé, nous en totalité sur l'immobilier de santé. Donc une différence me semble-t-il notable. Il y a une question sur laquelle une personne revient parce qu'il semble qu'on n'a pas été clair, qui est la possibilité de revente en fait de la SCPI. Je me permettrai d'évoquer le fait que généralement on l'a indiqué la semaine dernière avec Mathilde Krieger, qui est de la Française AM également lors de la conférence à Aix-en-Provence sur comment investir dans l'immobilier autrement. On avait une vision plus large sur la SCPI d'entreprise. Lorsqu'on se pose la question de savoir comment on en sort, malheureusement, ce qu'on comprend statistiquement en France, c'est que ça se transmet en fait une SCPI. Donc la question de la revente, même si on n'est pas dans le cadre de l'assurance vie où la liquidité est assurée, on est quand même ici sur une SCPI de capital variable. Donc il y a une facilité de revente, mais en même temps, c'est un produit surtout de transmission. Mais est-ce que on peut répondre bien précisément sur l'aspect possibilité de sortie? Oui, alors je vais essayer de faire court mais précis pour le coup, parce que c'est une question effectivement très importante. Donc aujourd'hui, si vous envisagez d'investir sur cette SCPI, vous allez investir au prix de souscription qui est donc, comme je vous l'indiquais, de 1 000 euros, donc avec un minimum de 5 parts, donc 5 000 euros. Et lorsque vous allez envisager de la revendre, donc de sortir, vous allez adresser à la société de gestion que nous sommes un ordre de retrait. Un ordre de retrait qui va être traité à réception par la société de gestion, qui va donc imputer sur votre prix de revente les fameux frais dont je vous parlais tout à l'heure, et qui va vous permettre d'avoir une valeur de revente en quelque sorte. C'est ce que nous appelons dans le jargon la valeur de retrait. Donc c'est la différence entre le prix de souscription et les frais. Va faire rentrer un nouvel associé en contrepartie de votre sortie et vous rembourser le montant équivalent à la valeur de retrait. Alors, aujourd'hui, ça fonctionne de façon assez simple. Ok. Vous savez, Christophe, il est intéressant en fait de financer l'immobilier à crédit. Est-ce qu'il est possible de financer cette SCPI, Pierre Val Santé, à crédit à votre connaissance? Oui, à ma connaissance, il n'y a pas d'objection majeure à cette capacité. Et effectivement, c'est un intérêt, bien entendu, de le faire, puisque nous sommes dans la capacité de déduire les intérêts d'emprunt des revenus fonciers. Merci Christophe. On va clôturer pile à 19h30 cette session. On vous remercie tous d'avoir été ultra actifs lors de cette troisième conférence en ligne. On a eu de nombreuses questions. J'espère qu'on a pu répondre à la plupart de ces questions-là. L'enregistrement de cette session sera disponible et vous recevrez très vite
Le lien, si cette fois-ci, la dernière fois on avait des petits soucis techniques, on espère que cette fois-ci, vraiment, ça a bien fonctionné. Vous devriez le retrouver et puis vous allez avoir un petit questionnaire après session, un petit questionnaire de satisfaction par rapport à cette présentation et on espère très vite vous proposer une autre conférence de ce type-là sur un autre support d'investissement. Merci beaucoup et à bientôt sur bienprévoir.fr. Merci, au revoir. Bonsoir à tous. Au revoir.